OK. Ben, bonjour tout le monde. Ça fait drôle de starter en français, je m'excuse. Ça fait bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ben oui, ben merci à tout le monde. Je reconnais certains visages à travers le chat, donc je peux faire un call-out spécifique à Jonathan puis Étienne. Donc, merci d'être là. Euh, donc, non, tu peux pas être en presenter mode, Étienne. Euh, c'est- euh, je viens de te voir le pop-up passer. Donc, ouais, ben, merci tout le monde. Donc, l'idée aujourd'hui, ben, c'était de faire la version francophone de ce qu'on a fait au début de la semaine, qui s'appelle notre Google Cloud Next 25 Recap. On a les Coorg, entre autres Alfred qui est là, qui nous avait pigné, disait, bon, on pourrait peut-être faire de quoi en français, puis peut-être de faire plusieurs chapitres ensemble. Donc, c'est pas parce qu'on est GDG Cloud Montréal qu'on parle juste en anglais. Bien sûr, on est quand même au Québec. Donc, d'être capable d'amener ça en français. Donc, aujourd'hui, ben là, je vais déjà commencer par partager mon deck. Déjà, ça va être pas mal plus pratique. Et bien sûr, pour switcher de ce que je mets d'habitude, j'ai dit d'où on enregistre-tu là? La réponse est oui, on enregistre. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer. Donc, c'est notre événement d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de faire un recap justement de ce qui s'est passé à Next et de faire en sorte que justement ce qui s'est passé à Vegas, justement, revienne à vous plutôt que de rester là-bas comme d'habitude. Donc, en gros, petite intro rapide là, des organisateurs, là, aussi des co-org aussi qui sont rajoutés justement, comme qu'on mixe ça avec trois chapitres GDG ensemble. On va justement un petit côté volet plus communauté, qu'est-ce qui s'est passé à Vegas, mais avant Next, qui était spécifique à GDG, juste pour vous donner là, comme le TLDR de ce qui s'est passé là-bas. Et puis après ça, bien sûr, on va passer au côté techno. Pas de surprise qu'il y ait un gros volet AI. Je pense que ça fait 2 ans de toute façon qu'il y a juste des volets AI quasiment dans nos éléments justement de Google Next. Donc, ce ne sera pas une surprise pour personne. Donc, on va faire une petite intro rapide. Justement, je vais aller donc, c'est ça, il y a moi-même, c'était Siverono. Donc, je suis un des organisateurs depuis de la pandémie. Avec moi, il y a Florian qui est là sur caméra, il fait un beau petit bonjour. Il y a César qui peut pas être là, va peut-être apparaître les joies de Corporate Life quand on a 3-4 laptops et qu'on ne peut pas se connecter n'importe où. C'est pas grave, on passe à lui. Donc, s'il apparaît, tant mieux. Donc, César aussi basé à Montréal et quelqu'un qu'on connaît bien. On a aussi avec nous les gens de GDG Ville de Québec, dans le fond, Québec City, qui est un des co-hosts. Je crois que Ilfred est aussi justement en ligne. Donc, si tu veux juste mettre ta caméra on et faire bonjour, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Justement, là, Tout le monde. bonjour, Alfred. Merci de l'invitation de faire en sorte qu'on puisse tout faire ça ensemble en français. Mais aussi, je vais dire, dernier stretch, je pense que c'est comme lundi, il y a aussi Nadine justement de GDG Claude Sherbrooke qui a dit, ah ben moi aussi, j'ai dit Nadine, c'est Nadia, excuse-moi. Je vais corriger ça tout de suite dans la slide. My bad. Et donc, s'est joint à nous aussi. Donc, le chapitre de Sherbrooke aussi aura les invitations, donc pouvoir se joindre. Et va aussi pouvoir regarder l'enregistrement sans aucun problème. Donc on te remercie, Nadia. Si tu veux, comme Alfred, te mettre live caméra, tu as la possibilité, parce que je t'ai mis comme présentatrice aussi. Donc, merci de ta participation pour le chapitre de Sherbrooke. Et donc, avec ça, dans le fond, on va aller vraiment, comme on dit, de ce qui s'est passé à Next. Donc, sommaire est aperçu. Et bien sûr, vu qu'on est à Next, on n'a pas le choix. On est à Next et on est à Vegas. Donc, Vegas égale Elvis. Donc, j'ai rajouté un Elvis qui pop de la sphère. Donc, on n'a pas le choix. Donc, c'est ce qu'on amène à nous. Et sur ça, je vais passer la balle à Florian qui Merci Stacy. parlait justement de ce qui s'est passé juste avant Google Next. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça fait très étrange de parler en français là sur un GDG, mais ça fait plaisir aussi de se dire on est au Québec, on utilise le français là pour une présentation et c'est une première, je crois, Stacy, Pour GDG Cloud pour Montréal, GG oui. Cloud. Ouais. Donc Ouais, on est assez content de ça. On espère qu'on pourra en refaire d'autres. tout à fait. Et ouais, l'objectif,
du Nextcloud. Pourquoi on y était? Pour vous donner un petit peu de visibilité et de contexte, chaque année avec Google, on organise le GDG North America Summit. L'objectif, c'est de se rencontrer entre tous les organisateurs des différents GDG en Amérique du Nord. Et là, Google s'est dit: «Bon, on va faire une pierre deux coups, on va faire le Nextcloud et le GDG Summit, au même moment». Donc avant de se lancer sur Cloud Next, on a pu tous se rencontrer au GDG Summit. Qu'est-ce que c'est que le GDG Summit? C'est, c'est la rencontre qu'on fait chaque année, avec tous les organisateurs du GDG, et c'était vraiment cool pour moi là, parce que ça fait un peu ça fait 1 an tout pile là que je suis organisateur au GDG Cloud de Montréal, hier. Et en fait, c'est l'occasion, de rencontrer des personnes qui organisent comme moi, sur d'autres chapitres, ailleurs, et c'était l'occasion pour moi de rencontrer Elfried, de rencontrer Nadia, rencontrer plein de monde qui ont les mêmes problématiques que nous avec Stacy, hem, sur l'organisation de ces meet-up là. Donc c'était de se voir, de partager, nos problématiques, du fun bien sûr, et puis Google a pu nous donner les directives sur, les prochains événements qu'on allait avoir, qu'on va vous présenter en toute fin de présentation. Se connecter avec la communauté parce que, on était entre GDG, mais en parallèle, il y avait le JDE Submit, qui s'est fait, dont Jean, qui n'est pas sur les photos, qui devait, sûrement être, là sur un autre, événement en parallèle, mais plein de personnes, expertes, qui avaient leur submit en même temps que nous. Là, on a deux trois photos pour vous donner un petit peu le mood de la journée. Donc la journée, on faisait des ateliers sur ce que je viens de présenter. Donc là, on se voit avec, Stacy, Billy du GDG Montréal, Floride là en bas à gauche, qui est du GDG London, en Ontario, Elfried là, tu apparais là sur la photo avec Junette. Junette, qui est notre contact chez Google, qui a la lourde tâche d'organiser tous ces événements-là, et qui fait en sorte qu'on a des super événements, des super occasions de se retrouver. Donc c'était vraiment fun aussi de la rencontrer. Et voilà, là, la grosse big picture de tous les organisateurs du GDG au Canada. Donc là, c'est le Canada, grand pays, donc beaucoup de chapitres. Si Jean, expert, Google là, apparaît à côté de Billy et son t-shirt flotteur tout en bas à gauche. Mais je crois qu'on est tous, là, ouais. Je te vois Stacy, je te vois Alfred. On était Non, j'étais pas là. tu pas là? Ouais, je m'étais un peu déplacé là. Ah! C'est lui qui prend la photo. Prochaine fois, faut que c'est toi qui prends la photo. Ouais, bon, malheureusement, je savais pas que c'était le moment de prendre la photo. Quand je me suis déplacé et je suis revenu, c'était terminé, ouais. Une autre fois Mais certainement. mais je crois que tu es sur la photo, on l'a pas mis là sur les slides, mais sur la photo où on est tous les organisateurs, tout North Oui, oui, American. oui, celle-là, OK. Ouais, mais j'apparais j'avais celle-là dessus. en tête. Voilà, donc vraiment super bon événement là pour pouvoir introduire, le Next, et puis je crois que juste après, on a mis deux trois photos, du mood des soirées, entre Nextcloud et le Submit. On a eu le droit à des concerts. Bon, il y a eu, les DJ sets, juste avant le Nextcloud. Stacy, tu vas en reparler, juste après là avec, l'utilisation de VO2, l'annonce, enfin la mise en place de cette fois, on avait un VJ, un vidéo jockey, qui faisait, des vidéos live en même temps que le DJ. C'était assez cool, et puis, les annonces là qui se sont passées à la Sphère. Stacy, je te laisserai, rentrer un peu plus dans le détail là juste après. Voilà, Ouais. juste
petite parenthèse sur le lien entre Nextcloud et le GDG Submit. On va pouvoir enchaîner sur Cloud Next. Et puis Stacy, là, je te laisse reprendre la main sur les annonces qu'on a pu avoir pendant ces Pas de ces problème, conférences. je vais passer au travers de ça. Puis juste le Wizard of Oz, pour donner du contexte, là, c'est que le Wizard of Oz, donc le Magicien d'Oz, va être à la sphère. Donc, donc c'est quand même un film qui est en 4 tiers, qui est pas en 1080p ou tout le reste. Là. Donc, imaginez qu'il faut l'upscaler en 16K. Donc, c'est pas un NVIDIA Shield TV Pro là, qui est capable de faire de l'upscaling à 16K. Là. Et aussi de penser qu'on passe d'un carré à un super huge rectangle. Mais là, c'est parce qu'il y a de la place là, dans ce rectangle-là. Donc, tu ne stretches pas, c'est affreux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, ben, là, justement, là, avec la notion de justement ce qu'on a avec Imagen, VO2 et tout le reste, bon, ben, tout ça mélangé ensemble et tout ça, ils ont utilisé, bien sûr, l'IA du côté Google. Il y avait 2-3 partenaires là-dedans, là, sans les nommer. Et justement, c'est de faire, justement, de dire qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la caméra, de ce qu'on voit. Le frame était déjà là, donc on a pris ça, mais il y a déjà probablement plus gros. Et qu'est-ce qui manque? Il faut le créer, basé avec le contexte qui est le film, mais aussi, je ne sais pas moi, la palette de couleurs, je ne sais pas moi si on a un arbre, quel type d'arbre par rapport au reste et tout ça. Donc, de faire en sorte de faire ce qu'il appelle du outpainting. Donc, c'est de dire, bon, ben, si mon canevas, c'est un carré, mais que je le stretch en rectangle, comment je remplis le reste? Bien, je fais ça avec l'IA, puis je fais ça avec du contexte que je lui donne, avec une bucket load d'informations que je dois y amener pour être capable de remplir ça. Donc, après ça, il faut cruncher tout ça, c'est l'enfer. Donc, bien sûr, ça roule sur GCP. Puis après ça, ben, une fois que tout est beau, que tout est renderé, tout est en digital, ben, ça va être maintenant, je pense, ben, c'est ça à l'automne, sur à la Sphere, justement, là, comme étant un film là, full length, là, complet. C'est pas juste un petit, on a vu des petits bouts, mais là, ça va être un truc au complet. Donc, si jamais vous allez à Vegas pendant ce temps-là, ben, ça peut être quelque chose justement d'intéressant à regarder. Donc, là, on va passer à Next directement. Ça, c'était justement dans le Expo Hall, là, quand on rentrait. Et donc, on va parler justement de la techno. On est en français, mais les slides, bon, les slides d'intro, le reste, on va les garder en anglais. Donc, on va, le reste, ça va juste le petit exercice mental pour être capable de passer à travers ces sections-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on a des sections genre infra, AI agent, AI infra, database, sécurité, trucs comme ça, donc qui sont là-dedans. Donc, on va highlighter justement les big features. Sur certains, on a des exemples aussi. Sur d'autres, c'est plus pour vous mettre en compte, pas en contexte, pour ramener l'information. Après ça, vous pouvez aller faire vos petites recherches de votre côté, mais c'est vraiment pour ramasser. Genre, selon nous, il y a une masse énorme d'informations qui a été partagée, d'aller chercher justement les petites pépites là, qui sont vraiment intéressantes là, de notre côté selon nous. Après ça, s'il y a des choses qui manquaient, ben, c'est dommage. Pour aller faire vos recherches. Au niveau de l'infrastructure, il y a eu des annonces, là, bien sûr. Certains, j'en ai 3. Il y a Cloud One, donc le Wide Area Network, là, qui est comme. Donc, l'idée principale, dans le fond, c'est comme. Je pousse peut-être un peu, mais c'est comme si tu loues le réseau global de Google pour stretcher ton réseau d'entreprise. Dans le fond, c'est que j'ai besoin justement là, d'avoir une latence super basse, d'avoir un réseau hyper performant. J'ai ma startup qui a des bureaux à Montréal, qui a à Mountain View, puis que genre, c'est ça, j'ai à Mumbai aussi. Fait que là, je me passe à travers le réseau de Google. J'ai mon réseau à moi, je le stretch avec celui de Google et j'ai réussi à interconnecter tout ça. Mais justement, en mode one, plus vraiment, justement, être capable de dire que genre, tous mes pôles office sont capables de se parler, mais en leverageant, mon français, l'infra de Google. Suite à ça aussi, il y a eu le côté hypercomputer, tout ce qui est hypercomputer fait pour l'AI, donc avec le TPU de Ironwood, qui est le dernier bébé de Google. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement genre un super ordinateur qui est focus pour l'IA, qui leverage, ça c'est ce mot-là va revenir tout le long, je m'excuse pour les oreilles sensibles, qui leverage le Ironwood TPUs. Et donc, ça te permet justement, en ayant ces super ordinateurs-là, puis aussi en leverageant encore, le TPU Ironwood a réussi à entraîner des modèles plus rapidement et à être
à échelle aussi, mais à pour moins cher. Donc, c'est vraiment, là, genre, on pourrait dire être capable de faire du intelligence per dollar, d'être capable d'aller chercher le maximum de son modèle en disant, genre, c'est ça, c'est genre, j'en fais moi mon version, c'est mon projet Skynet 0.1, comme qui est mentionné, en utilisant l'Ironwood TPU pour un meilleur ROI. Donc là, on va être capable d'entraîner le modèle pour dire, bon, OK, peut-être que tu serais capable de faire. Pourquoi? Ouais, c'est Industriel Alliance, Jonathan. Non, c'est pas ça pendant tout. C'est intelligence artificielle. Donc, qui n'est pas un sponsor, c'est juste qu'à chaque fois qu'on voit ça, c'est rigolo. C'est mieux que A1, comme justement aux États-Unis, quelqu'un qui l'a mentionné, plutôt que AI. C'était aussi rigolo. Donc, c'est ça. Donc, c'est ces éléments-là qui sont capables de justement nous faire en sorte d'aller plus vite, mais aussi de payer moins cher, puis d'être capable d'utiliser justement ces nouveaux outils. Alors, on a aussi le Google Computer Cloud, mais avec Gemini. GDC, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est je veux Google, mais chez nous. En gros, là, je veux Google Cloud dans un rack chez nous. Donc, il y a du hardware qui peut être envoyé. Ben, c'est un rack qui est envoyé, tout ça. En ce moment, on pouvait faire beaucoup de Kubernetes, du compute et tout ça, donc sans aucun problème. Tu as même aussi de stacker un peu de BQ, le BigQuery Omni, mais aussi dans un rack et tout ça. Dans le use case IA, il y a toujours le côté genre, ben, j'ai des données hyper confidentielles. C'est genre Area 51, là, sont où les extraterrestres, on ne sait pas, mais dans notre base de données, qui est dans un centre d'un bunker super sécurisé dans le désert du Nevada, ben, j'ai besoin d'entraîner des données d'IA là-dessus, mais je ne veux pas les amener dans le cloud. Donc, qu'est-ce que je fais? J'amène le cloud on-prem. Donc, dans ce cas-là, ben, je suis capable, avec mon rack de hardware GDC, d'avoir maintenant Gemini baked in. Donc, je suis capable d'emmener la puissance de traitement, de calcul, de prévisibilité, d'utilisation des modèles de Gemini, mais à travers du hardware qui se trouve on-prem. Donc, pour les use cases de sécurité, ou justement des trucs de regulation super spécifiques, ben, on est capable d'amener justement, là où les données ne peuvent pas bouger, ben, on peut mettre ça de l'autre côté, ben, on va amener l'infrastructure justement où les données se trouvent. C'est sûr que c'est un use case qui est très spécifique et aussi, ça peut être coûteux, mais souvent, c'est que les entreprises qui ont ces use cases-là ont aussi le budget qui va avec parce que bon, ben, ça leur permet d'avancer tout en gardant leur requis de sécurité. Donc, un petit highlight sur les modèles IA. Hein? Donc, c'est ça, tu vois, là, les modèles, ils sont à la piscine, ils prennent ça tranquille. Là. Il y a Claude et puis Mistral et puis Gemini là, qui pataugent dans la piscine, tranquille. Et donc, ils s'amusent. Tout ça, d'ailleurs, a été généré pour info, ça a été généré directement dans Google Slide. Donc, je vais pouvoir leur dire, je l'ai dit en anglais, je vais le dire en français pareil. Parce qu'il n'y a pas si longtemps dans Google Sites, génération d'images, c'était pas fort. Donc là, vraiment, il y a eu un gros update qui a été fait. Je pense que c'est surtout avec Imagen 3 qui a été utilisé maintenant comme modèle. Donc là, on peut vraiment avoir du fun directement dans nos slides sans tout juste passer, de revenir d'un à l'autre, aller sur un image generator puis revenir. C'est bien. Donc, petite plug pour Google Slides. Donc, dans les modèles, bien sûr, il y a Gemini 2.5 Pro qui a été annoncé, 2.5, mais ça roulait déjà en preview sur AI Studio, tout ça. Donc, les gens l'utilisaient déjà, mais là, c'était comme plus officialisé. Donc, 2.5 Pro, 2.5 Flash qui ont été annoncés. Donc, 2.5 Pro, c'est pour du heavy lifting. Là. Il y a gros de la job à faire. On peut utiliser ce modèle-là. On est capable, justement, tu sais, j'ai loadé des vidéos YouTube de 45 minutes sans aucun problème. Ça prenait comme 750 000 tokens. Une fois que c'est GA, je pense qu'on va être à 2 millions de tokens. Donc, on est capable d'en bouffer de la vidéo. Puis de dire, ben, de la vidéo, tu me sors une vidéo qui te dit comment déployer avec Terraform une fondation Google Cloud. Ben, tu dis, ben, tout le code qui est là, tu me le sors, tu me le réécris, puis tu mets ça dans la région North America Northeast One. Puis bang, ça fonctionne. Est-ce que le Terraform fonctionne correctement? Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, c'est-à-dire on est capable d'aller chercher de l'information, même de vidéos, sans aucun problème. Donc, pour du heavy lifting, la grosse job de 2.5 Pro, vraiment, ça coche. Il y a aussi une version I.O., Google I.O., qui est la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est une version aussi, en ce moment, qu'on voit certaines vidéos, quelqu'un qui dessine une application
où est-ce qu'elle dit, ben là, j'ai des boutons qui me permettent de changer mes couleurs. Ça, c'est pour m'amuser à faire un dessin. Puis en bas, c'est dire, à partir de mon dessin, crée-moi un son. Donc, tu utilises le côté visuel, tu utilises Chirp, par exemple, pour générer de l'audio. Donc, tu es capable de faire ça, mais il te génère l'application par rapport à ton dessin. Donc, OK, c'est pas une super application de fou, mais on parle quand même d'un dessin à exécution à travers une job qui est faite live en même temps. Donc, ça rajoute justement la puissance de Pro. Si on ne veut pas justement vendre un rein, par exemple, pour être capable de faire une job d'IA, on peut utiliser 2.5 flash ou est-ce que genre là on parle de cents on the dollar, là, c'est vraiment cheap, on est capable de rouler, d'avoir quelque chose, ou est-ce que aussi la réponse est beaucoup plus rapide? Parce qu'avec 2.5 Pro aussi, on peut avoir le reasoning en arrière, on peut avoir le partie RAG qui va sur Internet aussi. Donc tout ça, ça rajoute autant de processing pour donner la réponse, mais si on a besoin de quoi de rapidement, tu sais, genre, je sais pas moi, là, je copie, je sais pas moi, là, je copie un paquet de lignes de code ou whatever, je dis, bon, analyse-moi ça, puis change-moi ça, ou trouve-moi telle affaire, ou fais-moi un sommaire, ben là, ça sert à rien de prendre 2.5 Pro pour faire ça. 2.5 Flash, parfait pour faire la job, aussi beaucoup plus rapide. On a aussi le modèle Optimizer qui a été annoncé. Donc, c'est pas compliqué. C'est comme trouver le sweet spot entre le bon modèle et les bons outils pour mon budget. En gros, si on fait un sommaire de ça, c'est pas mal. C'est comme aussi là, un genre de service de concierge. Genre, trouve-moi le best fit pour mon budget, pour rouler, pour mes attentes avec mon modèle. Donc, si on se dit que genre, mon budget, genre, j'ai 2 piastres et quart pour être capable de rouler ça. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, il va dire, bon, ben, peut-être que tu peux justement prendre 2.5 flash, roule tes trucs, tu vas avoir quelque chose, mais il va être capable de me guider par rapport à mon budget puis mon output sur le bon modèle. Donc, quand même très intéressant. Continuons dans les modèles. Il y a le Live API qui était là. Je vais faire le call-out aussi, comme je l'ai fait en anglais. L'image vient d'un blog post, je pense, d'un Googler, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai été paresseux, j'ai fait copier-coller. Je n'ai juste pas callé ma source en bas, donc je la call live. Donc, comme ça, je ne prends pas de crédit sur cette belle image qui est super représentative de ce que le Live API peut faire. En gros, c'est être capable de. Tu peux créer un agent, dans le fond, avec le Live API, où est-ce que tu es capable de feeder. C'est multimodal. Tu es capable de feeder de la vidéo, du texte et tout ça. Un peu ce que je parlais avec mon 2.5 Pro IO Edition, là, de dire que je suis capable de feeder plusieurs trucs à un client qui, après ça, va être capable de le passer à ma stack et après ça, on va dire, bon, ben, je décortique le son, je décortique l'image et tout ça, et je suis capable de passer tout ça par des streams différents à mon modèle, recevoir les outputs, et puis après ça, ben, continuer justement dans mon processus applicatif. Sauf que là, je l'ai fait avec un API call. J'ai un endpoint, je suis capable de parler au Multimodal Live API, puis passer ce que j'ai de besoin. C'est pas juste genre, voici juste du texte. Non, c'est comme, voici ce que j'ai de besoin, et puis go, go, go. Donc, c'est très puissant et c'est GA aussi, je pense, depuis le début de la semaine. Donc, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine de regarder. Dans les autres modèles, ben, on a Lyra qui est le text to music. Dans le fond, c'est simple, c'est que tu as un prompt, justement, puis tu dis, bon, ben, à partir de ça, c'est en private preview, fait que je n'ai pas pu aller générer de quoi moi-même. Je n'ai pas accès à la stack. Donc, en gros, c'est ça, c'est que genre, tu veux créer de la musique à partir d'un prompt. C'est Lyria, pardon, c'est pas Lyra, c'est Lyria. Et là, donc c'est justement l'exemple en anglais, dire fais-moi une tune qui s'appelle Waiting for APIs, le temps que tes affaires load, parce que tu t'es mis en scale to zero sur ton Cloud Run. Tu peux mettre la petite musique en attendant que ça spin up, ça warm up. On a VO2 aussi, qui est le texte ou image to vidéo. Donc, on est capable de faire un beau petit prompt, genre de moi, un beau petit Golden Retriever qui va, je sais pas moi, rapporter des data packets dans le cloud en se promenant. Ben, après ça, ben, une fois qu'on exécute ça, ça peut commencer à ressembler à ça. Donc, là, on ne sait pas trop s'il va y chercher ou s'il est malade, en tout cas, c'est pas grave. Mais le truc au moins, c'est que, genre, à partir de la string, justement, de la ligne qui a été mise là, j'ai exactement le résultat qui a été généré là. C'est une ligne. Le mis dedans, va dans VO2, qui est disponible soit dans l'application Gemini, soit sur le web, soit aussi dans la version dans AI Studio.
on est capable de s'amuser avec ça. Là, c'est du 720p. Éventuellement, il y aura du 1080p qui va se rajouter. Donc, ça nous permet de créer du contenu. Puis on peut se perdre justement dans un rabbit hole là, de générer trop de trucs. Jusqu'à temps qu'on nous dise, bon, ben OK, ça va faire, là, tu reviens demain. Donc, ça arrive parfois. On a aussi, justement, Chirp, le côté audio, justement, qui est justement d'être capable de dire, je sais pas, moi, voici un fichier audio, puis sors-moi un bout en particulier. Justement, sors-moi le bout où est-ce que, genre, Jonathan dit, genre, c'est donc ben long, qu'est-ce que je fais ça? Donc, ben là, il va me sortir le bout où est-ce que Jonathan mentionne ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Chirp. Ça te permet de faire de l'analyse audio. On a aussi le text-to-image avec Imagen. Donc, on est capable de générer justement des images là, et faire aussi un peu du in-painting puis du out-painting. Pour donner un exemple, on a ici, je suis dans Gemini, Google AI Studio, Gemini 2.0 Flash pour Image Generation, en 3 étapes. Je lui demande de me créer une photo genre réaliste d'un rack de serveur plein de fleurs. Donc, pourquoi? On ne sait pas, mais bon. Et après ça, on rajoute justement un petit colibri qui butine sur les câbles réseau. Encore là, on ne sait pas pourquoi. Et le troisième, c'est on prend tout ça et on va mettre ça dans un champ de blé d'Inde. Mais c'est que je ne recrée pas l'image. J'utilise du in-painting puis du out-painting sur la même image. Donc, dans le fond, là, je vais faire comme des layers, je suis en Photoshop. Puis le out-painting, c'est comme quand je stretch mon canevas comme Wizard of Oz. C'est pareil. Ça me permet justement de mettre mon image dans un autre contexte sans la redessiner. C'est vraiment genre, je fais ça en étapes. Donc, j'ai mon rack de serveurs plein de fleurs. Pour ceux qui ont déjà racké des serveurs dans leur vie, c'est pas super pratique de mettre des fleurs là-dedans. Mais après ça, je lui demande de faire justement mes colibris qui butinent des câbles réseau. On ne sait pas c'est quoi ces plugs-là, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même le contexte que là, j'ai pas recréé, j'ai rajouté une couche. Et après ça, en troisième, j'ai rajouté l'élément, même ça dans un champ de blé d'Inde. Et voilà. Donc, je suis sûr que le fermier, mais qui passe pour avancer son blé d'Inde, ne sera pas content d'avoir un rack à serveur dedans, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de démontrer que seulement qu'avec 3 prompts dans ma même séquence, c'est pas genre je reprends l'image, je recommence, puis là, non, je suis dans la même séquence avec des prompts, je suis capable justement de bâtir avec des couches, justement, c'est ce genre de structure-là. Un petit truc aussi, je ne sais pas si on va l'entendre, là, entendez-vous quelque chose? Non? OK. Bon, ben, en tout cas, dans la vidéo qui est là, c'est dommage si vous ne l'entendez pas, ça va être poche. Mais bon, dans la vidéo qui est là, ce que j'ai pris, c'est qu'il y a quand même eu le côté notebook LM qui a été mentionné justement pendant Google Next, mais côté plus Workspace et tout ça. Pour ceux qui l'aiment, moi, comme ça, je dis notebook LM, je t'aime. En gros, ici, c'est notre vidéo de mardi pour notre événement GDG Cloud Montréal. Donc, c'est ma vidéo YouTube que j'ai mis dans ma slide là. Ce que j'ai pris cette vidéo YouTube-là, l'URL telle quelle, je l'ai mis dans Notebook LM et je lui ai demandé, là, si vous ne l'entendez pas, ça ne sera pas super le fun. C'est justement, c'est capable de jouer ma vidéo. C'est capable de jouer, vous ne l'entendez pas, c'est dommage, là. Ça rajoute justement l'élément audio, mais en québécois/français, la conversion est faite là. Ça me donne un sommaire direct d'une vidéo de 58 minutes, mais en québécois directement là-dessus. Donc, Notebook LM, si vous ne l'avez jamais utilisé, vous pouvez aller voir ça. C'était dans le côté plus Workspace. Notebook LM, c'est un bout qui est sorti, mais là aussi, le côté qu'on supporte plusieurs langues et le côté, bien sûr, canadien et français, très important. Donc, je vous laisserai faire l'expérience vous-même. Malheureusement, l'audio n'a pas suivi sur cette partie-là, malheureusement. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est moi. Je vais juste me réessayer 2 secondes. Si ce n'est pas moi qui ai oublié de cocher la case encore, ça doit être ça. Check-moi bien. So basically, est-ce que vous entendez quelque chose? It's happening right now. Bon. Like information. So it's pretty powerful. If I'm not mistaken, yesterday was announced as like officially GA. So we can really like play with that. Puis César. Right now. Donc, ça, c'est mon truc en anglais. On va l'écouter pendant 1 heure. Mais après ça, j'ai mon podcast. Exactement.
extraire les pépites pour la gang des GDG Cloud. Puis la grosse tendance, on va le voir, c'est l'IA. Partout. Justement, parlant d'IA, il y avait cette démo assez folle à Vegas, non? Le magicien d'Oz, adapté pour la sphère. Ah oui, c'était visuellement impressionnant. Ils ont utilisé l'IA. Pas dire qu'on ne se répète pas d'un à l'autre, on a fait les mêmes trucs. J'ai probablement fait les mêmes jokes, là, mais en français et en anglais. Mais donc là, c'est ça, c'est pour démontrer là, justement que vous êtes capable d'avoir le côté francophone à travers des outils plus collaboratifs. Donc, c'est bien. Notebook LM aussi est capable de travailler avec des données que vous lui fournissez. Donc, en même temps, vous pouvez ne pas sortir sur Internet. Donc, vous êtes 100% en contrôle. OK. Je pourrais plus même imaginer ta face sans cette voix. Laquelle, la voix en français de Notebook LM ou la mienne? Donc, c'est Jonathan qui s'amuse. Ouais, LM, ouais, OK. Euh, donc, on a aussi après ça le côté AI Agent et la plateforme aussi qui était annoncée. Donc, bien sûr, c'est ça. On avait les modèles que nous étaient dans la piscine, là, puis ils étaient tranquilles, puis les agents sont plus chill, sont au lounge Vertex AI, puis ils prennent ça tranquille. Une grosse journée. Donc, après que j'ai demandé de faire des racks de serveurs, à peu près d'affaires, ils sont fatigués, ils vont aller se prendre un petit break. La liste des agents, il y a quand même beaucoup de trucs là. Puis je veux aussi rester là, avec le temps qu'on a. Je veux pas déborder. Il y a eu plusieurs annonces, entre autres ce qu'on appelle le Customer Engagement Suite. Dans le fond, c'est comme une boîte à outils pour tout ce qui aide à améliorer l'intégration, autant des chatbots que votre CRM et tout ça, en enlevant le niveau de complexité qui peut se mettre quand on veut essayer d'intégrer plusieurs sources. Donc, le Customer Engagement Suite est vraiment là pour aider à améliorer. Le but, c'est d'améliorer la productivité, mais en même temps, faire en sorte que ça ne prenne pas genre 8 mois à arriver à l'insight. Donc, ça, c'est quelque chose qui est annoncé là. Aussi, on a eu le Conversational Agent Console. En gros, c'est justement là, c'est comme une plateforme centralisée pour la gestion de tout ce qui est tous les chatbots de service et tout ça. Tu es capable justement de suivre leur performance. Tu peux suivre aussi certains métriques spécifiques que tu peux définir. On ne se rend pas au niveau de la sécurité, ça c'est vraiment dans une autre console, mais ça c'est vraiment au niveau du fonctionnement, de la performance, puis des attentes par rapport à comment le chatbot, par exemple, se comporte. Parce que le chatbot est quand même l'élément que les gens mettent en place. Quand on parle d'IA en entreprise, la plupart du temps, les gens vont être capables d'avoir des sommaires de documents rapides par rapport à leur base de documents qui est comme partout. Ça, c'est très fréquent. Mais l'autre après aussi, c'est de dire, est-ce que je suis capable de mettre ce fameux chatbot-là dans mon site web? Pas ça un chatbot de base, mais qui est capable aussi peut-être déjà de faire du triage pour mon service à la clientèle. Si mon site web est capable déjà, même si 25 des appels qui ne se rendent plus chez nous parce que le chatbot est capable de répondre, c'est déjà un beau gain pour bien des entreprises. On a aussi des agents comme pré-bâtis, dans le fond, plus comme du plug and play. Là, j'ai un truc qui s'appellerait, mettons, genre un truc qui me dit sont où les magasins ou un truc qui me dit, c'est vraiment, je veux monter un building block. Donc, les pre-built agents, c'est ça. Tu peux aller voir et aller chercher là-dedans sans aucun problème. Il y a un côté aussi, justement, tous les connecteurs de third party. Justement, si on veut se connecter à Salesforce, à Zendesk, à Microsoft Teams, OneDrive, whatever, Hootsuite, et tout ça, on est capable justement de faire ce connecteur-là. Le champ d'outils d'information, pas d'information, le champ d'outils et qui est maintenant disponible sous le parapluie IA, mais plus focusé entreprise sur GCP en ce moment. On est passé on peut le faire, mais c'est complexe, à genre maintenant, c'est juste genre pick and choose et puis tu es capable d'avancer hyper rapidement. Donc, c'est bien. Puis aussi, il y a toujours le côté d'être capable de pouvoir faire du custom. On a aussi le Vertex AI Agent Builder qui a été annoncé comme plateforme. C'est vraiment, moi, je le vois comme un workflow engine pour tes agents parce que dans un contexte qu'on est multi-agents,
Puis là, on va faire un segue avec le ADK, puis A2A et tout le reste là, qui suit. On a besoin quand même de quelque chose pour gérer cette orchestration-là. Donc, c'est là que le Vertex AI Agent Builder est capable de rouler. Et puis, cet orchestrateur-là, justement, roule sur GCP, bien sûr. On a le ADK, le Agent Development Kit, qui a été aussi annoncé. Donc, c'est vraiment genre comment que je peux bâtir un agent ou comment je peux m'intégrer avec un agent dessus, mais tout API base avec un SDK, mais qu'on appelle ADK, qui est capable, qui en ce moment supporte que du Python, mais va être capable d'en emmener plus tard. Mais justement, ça te permet de faire un agent builder. Quand tes agents sont vraiment dans la plateforme, c'est natif. Mais si tu veux parler en dehors à quelqu'un d'autre, ben justement, si on parle de. Je peux peut-être même faire le segue ici avec MCP, justement, là, qui est le côté qui fonctionnait très bien avec Claude, mais maintenant est supporté aussi dans l'écosystème de Google et en même temps dans celui de Microsoft. Ou est-ce que si j'ai besoin de parler à quelqu'un d'autre à l'extérieur, ben là, mon ADK peut le faire en Python. Mais après ça aussi, si je veux stretcher ma stack pour dire, bon, ben, j'ai mes agents qui font leur truc, mais après ça, j'ai besoin de parler à une autre stack ailleurs qui fait autre chose, mais qui a une API, ben, je le fais en Python. Et puis, genre, je sais pas, moi, j'ai un agent que sa job, c'est de flasher lumière quand quelqu'un fait un pull request sur mon GitHub. Je serais capable de faire ça. Ça n'a pas grand-chose, mais c'est un exemple justement, de où est-ce qu'on pourrait aller. On a aussi le AI Agent Engine, justement, qui est fait pour. C'est celui qui exécute les workflows. L'autre, on les dessine, celui on les exécute. Ça aussi, ça roule sur GCP. Pardon, je vais me boire un petit peu d'eau. Donc, tous ces agents-là, il faut bien que ça roule en quelque part. Donc, c'est le AI Agent qui va s'en occuper. Donc, encore là, complètement managé sur GCP sans aucun problème. Maintenant, on a le Agent-to-Agent Protocol. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir nos agents. C'est ce qui permet aux agents de se parler sans aucun problème à l'intérieur de la plateforme. Protocole aussi qui est open et qui maintenant aussi est supporté par nos amis Microsoft. Ce qui fait que si on développe un agent qui roule sur Azure, on pourra faire une conversation sans aucun problème avec un agent qui roule sur GCP. Hormis la connectivité, là, je veux dire, le protocole est standard, donc on peut se parler sans aucun problème. C'est juste une question de faire la connectivité justement entre les deux. Donc, ça nous permet justement d'avoir un standard dans l'industrie. Autant MCP pour parler aux systèmes externes existe, mais pour être capable de parler entre agents spécifiques, justement, qui peuvent agir sur une stack cloud, ben, A2A, là, agent to agent, nous permet justement d'arriver à ça. Donc, on a le Google Agent Space et Agent Gallery. C'est pas compliqué pour les deux. C'est le Agent Space, c'est comme le App Store. Et puis, le Agent Gallery, ben, ça nous permet de c'est pour trouver tout ce qui est pre-built. Parce que dans Agent Space, un peu comme sur le marketplace de GCP, on peut publier du stock qui est comme pre-built, mais du stock qui est custom. Donc, même affaire, mais pour les agents. Vous ne voulez pas tout mélanger. Mais dans le fond, on va avoir le même système. Je cherche quelque chose de spécifique pour Salesforce, par exemple. Ben, on pourra aller voir justement dans l'Agent Space. Puis peut-être que justement Salesforce eux-mêmes ont créé un agent que je peux acheter X par mois, et puis, ou que ce soit gratuit, peu importe, et puis justement l'intégrer dans ma stack, mais j'ai un endroit où aller chercher directement. Donc, les gens qui l'en créent vont les publier là aussi pour que tout le monde puisse s'en servir. On a le Agent Designer, donc si je veux justement là, quelque chose qui est super basic, no code pour bâtir un agent, je peux me servir de ça. Dans le cas où est-ce que justement, ben, c'est ça, là, comme exemple, là, on peut dire justement là, un petit agent qui me rappelle justement d'arroser mes fleurs. Là, il y a quelqu'un qui va me dire, là, je m'entends, c'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 jours, mais c'est pas grave. C'est qu'il va dire, ouais, mais il y a un calendrier pour ça. C'est pas besoin de me bâtir un agent pour me faire rappeler que c'est le temps d'arroser mes fleurs. Je suis capable. Je pense qu'il y a déjà un truc qui s'appelle calendar. Mais supposons qu'on a plusieurs facteurs alentour de cette tâche qui va arroser tes plantes. OK, ouais. Ça peut être dans le calendrier à 8 heures le matin à tous les jours. Fine. Mais si, par exemple, j'ai un sensor dans mes plantes qui me dit que ça en a vraiment besoin, mais aussi en facteur d'humidité dans la maison, de la température à venir et tout ça, ça, mon calendrier, il ne sait pas. Ce qui fait que mon 8 heures le matin va peut-être être plutôt genre 2 heures de l'après-midi ou le lendemain où on skip une journée. Là, il y a un volet intelligence qui se met là-dedans. Mais je suis capable de faire ça avec du no-code.
quand même. Donc, en bâtissant mon propre agent, en donnant les métriques, les paramètres, et puis être capable justement d'avoir quelque chose de plus personnalisé. On a aussi le côté intégration dans le search bar de Chrome, où est-ce qu'on est capable de dire, par exemple, genre, le nom de l'agent, puis commencer à interagir avec. Ça, par exemple, c'est dans Chrome Enterprise, donc qui s'appelait Beyond Corp, BCE et compagnie là, dans le temps. Donc, Chrome Enterprise maintenant est quelque chose qui va rajouter ces éléments-là. Donc, au niveau de l'entreprise, si on a des agents qui ont été bâtis spécifiques pour des actions, des trucs à faire pour la business pour laquelle vous travaillez, vous êtes capable d'interagir avec ces agents-là directement à partir du browser, ce qui est quand même super nice. On va aller faire un petit tour côté développeur. Développeur toujours en train de faire le party. Donc, un petit rave Firebase Studio, là, justement à Vegas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Firebase Studio, c'est quand même récent, ça a été effectivement annoncé à Next. On pourrait dire que c'est l'évolution, la phase finale de Project IDX, donc vraiment le IDE qui est web-based. Bien sûr, là, on va mettre du AI là-dessus, puis tout ce qu'on a de besoin justement pour s'intégrer dans VS Code ou n'importe quel autre IDE qu'on a de besoin aussi, si on veut. Donc, de dire, tu as VS Code, mais tu veux t'intégrer au truc, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, avec Firebase Studio, l'idée, c'est comme genre, j'ai pas VS Code, je m'en vais sur Firebase Studio, je fais mes trucs. Si vous avez un compte de Google Developer, si vous n'avez pas, vous pouvez le créer, ça ne coûte rien. Vous allez avoir ce qu'on appelle les 10 workspaces. Je pense que c'est Workspace, oui. Gratuites avec votre compte de développeur. Donc, en gros, ça vous fait comme 10 environnements dans lesquels vous pouvez jouer en les isolant, mais pour 0$. La seule affaire, c'est d'avoir un compte développeur de Google. Fait qu'une fois que c'est là, vous êtes parti, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, étant donné qu'on a une IDE qui est pimpée avec du AI dedans, là, on arrive à justement faire de l'optimisation de code, faire de la réécriture, faire créer des fonctions, quoi que ce soit. Tout ce qu'on pouvait faire déjà avec genre Code Assist, mais genre baked in dans le Firebase Studio directement. Dans le fond, le côté Code Assist, justement, qui est le suivant, où est-ce que on peut l'avoir en séparé, on peut l'avoir dans GCP, on peut l'avoir aussi directement dans Firebase Studio, ou pour interagir avec en disant, je sais pas moi là, réécris-moi je sais pas moi là, c'est ce code COBOL en, je sais pas moi là, en Rust. Donc, bonne chance, mais peut-être qu'il va être capable. Donc, c'est quelque chose que Code Assist est capable de nous aider aussi. On a Cloud Assist, bien sûr, qui est toujours été là. C'est dans notre sidebar là, quand on est dans la console GCP, là, on a le petit logo Gemini, on pop dessus, dans le sidebar qui pop. Bien sûr, déjà là. Donc, ce n'est pas nouveau, sauf que, bien sûr, c'est le modèle qui est utilisé avec. Et ce qu'on peut faire vraiment, ce qu'on peut faire vraiment là, avec, c'est un peu comme genre notre Cloud Whisperer. On va y poser des trucs. Là, puis, on a nos réponses, mais en même temps, c'est ça, c'est comme genre, j'ai besoin du CLI qui est capable de faire X, Y, Z, donc dans ce cas-là, pas de problème. On peut s'en servir à ce niveau-là, directement dans l'interface, qui est vraiment super bien aussi. On a aussi Cloud Hub qui est là, qui est vraiment notre dashboard, justement, là, de l'ensemble des ressources cloud qu'on a en ce moment. Donc, on va avoir vraiment un snapshot de tout ce qui se passe. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu weird, qui roule depuis trop longtemps aussi. On peut aller voir là. Des éléments qui parfois sont un peu éparpillés sont maintenant regroupés. Donc, ça rend la chose plus intéressante à ce niveau-là. Et puis, au niveau opération, aussi, quelqu'un qui a besoin d'aller voir rapidement, parfois, peut aller dire, je vais aller voir le Cloud Hub, voir ce qui se passe. Peut-être pour un projet en particulier, justement, pas nécessairement pour une stack au complet. Peut-être les gens vont après ça, on a la stack de monitoring au complet, mais d'avoir un genre de single pane of glass, genre c'est quoi le snapshot de ce qui se passe dans mes affaires? On est là. Au niveau développement, il y a côté Cloud Run. On dit, Cloud Run, ça existait déjà, là, rien de nouveau. Effectivement, c'est vrai. Donc, l'idée, par exemple, c'est que maintenant, on a Cloud Run Function, puis on a les Cloud Run GPUs qui sont 100% GA. Donc, c'était Cloud Function et Cloud Run Function depuis un bout de temps, mais c'était toujours comme entre les deux, mais là, c'est complètement GA. Donc, disponible, stable, sans problème. Mais ça nous permet justement d'avoir, par exemple, un beau petit code qui roule dans Cloud Run, stateless.
Mais de dire, bon, mais j'ai besoin quand même d'entraîner un modèle et donc j'ai besoin de GPU, donc je roule ça à travers Cloud Run. Ça, je peux faire un scale to zero quand j'ai fini. Je peux mettre un GPU avec ça. Et puis après ça, si j'ai besoin d'avoir ça qui roule un peu partout, je suis capable de le déployer au besoin avec des backends différents et puis de l'exposer à travers, par exemple, un load balancer interne ou externe de Cloud Run. La beauté, maintenant, justement, dire ben, GPU puis Cloud Function qui sont GA. Donc, ça fait juste rajouter à l'intérêt à travers qui est porté à Cloud Run, qui est vraiment une super stack. On va faire un petit tour côté base de données. Donc, on a nos amis, on a Cloud SQL qui a l'air super content, on a Spanner qui ne peut pas parler, puis on a, je vais la refaire encore comme je l'ai fait vendredi. Juste, on a Oracle qui chiale dans les marches là-bas, là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me semble que ça va bien avec, ça va bien avec le persona. Ben, anyway. Il n'est pas content parce que tout le monde veut s'en aller, puis s'en aller sur Spanner à la place, c'est ça qui se passe. Donc, au niveau base de données, ben, c'est ça. Il y a eu l'évolution de BigQuery continue à évoluer tout le temps. C'est en train de vraiment se transformer à une plateforme qui est facile de prendre des données puis de transformer ça pour être capable de finir dans un data warehouse où est-ce que les données sont clean. Merci Étienne. Qui est capable d'amener mes données clean dans un data warehouse, dans une structure que je peux utiliser justement pour après ça, entraîner des modèles ou connecter un agent, tout ça. Le problème de l'IA demeure le même, c'est que peu importe ce qu'on veut faire, si le data est pourri, le résultat va être pourri. Ça ne sert à rien de des milliers de dollars à bâtir de quoi si notre fondation de données est pourrie. Mettez l'argent là avant, le reste va arriver tout seul et plus vite après. C'est ma recommandation. Mais pour revenir à BigQuery en soi, justement, ça me permet, étant donné que l'outil, justement, c'est pas juste un data warehouse, c'est un data warehouse avec des outils alentours pour nous aider à travailler. BigQuery Canvas nous permet justement de trouver de l'insight dans nos données rapidement. Donc, tous ces éléments-là, l'évolution qui vient carrément en pluguant de l'IA à travers la plateforme, nous permet justement de réduire le temps manuel à passer à essayer de faire de quoi, puis d'arriver justement avec du data plus clean. On pourrait dire pratiquement préparé automatiquement. Je ne veux pas dire que ça fait c'est comme du ETL magique, là, mais bon, à certains points, tout dépendamment de la qualité des données et de l'output, on réussit à avoir de quoi rapidement, puis aussi être capable d'avoir d'insights en demandant des questions de manière naturelle à un prompt pour arriver à un output. AlloyDB qui continue à, bien sûr, évoluer. Donc, AlloyDB, hyper puissant comme base de données. Si on veut quelque chose, justement, là, qui est distribué globalement, qui se réplique, qui scale et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si on travaille justement avec des modèles d'IA, d'avoir une base de données hyper performante, justement, qui est compatible avec Postgres. AlloyDB, vraiment notre ami. On rajoute, bien sûr, c'est sûr que c'est rajouté avec de l'IA, mais ça nous permet justement d'avoir peut-être au niveau de l'IA, je ne veux pas m'avancer trop là où est-ce que je vais me mettre dans un trou et que je ne dirais peut-être pas une bonne chose, mais il y a beaucoup de genres d'optimisation au niveau de la recherche vectorielle, tout ça, des trucs qui sont spécifiques à ce qu'un modèle, la structure d'un modèle est fait. Ce qui fait que si on le stocke dans AlloyDB, on arrive à avoir justement là, de meilleurs résultats au niveau de la sémantique, là, de la structure des documents. Documents du data. On a aussi notre SQL Server, donc qui a été passé un petit peu là, un petit upgrade. Donc, quelqu'un qui veut passer justement de SQL Server, donc côté Microsoft, là, à Postgres, on est capable d'utiliser le Database Migration Service, le DMS, là, le service qui nous permet de transférer nos données sans aucun problème. Donc, on peut partir aussi après ça même de Postgres on-prem sur SQL ou de Postgres dans Cloud SQL vers aussi AlloyDB, mais en utilisant le database. Fait que peut-être que vous êtes parti d'on-prem vers le cloud, vous avez OK, on est correct, on était déjà en Postgres, mais on a besoin d'aller plus loin. AlloyDB avec le Postgres Interface, on est capable de faire ça, mais comment je fais ma migration? Là, c'est ce qu'il fallait le planifier. Là, maintenant, l'outil nous permet de moderniser notre stack sans trop se casser la tête. Là, ça se fait relativement bien. Et aussi de faire en sorte que le temps d'arrêt entre ma stack A et ma stack B, là, de faire en sorte que j'ai moins de problèmes, puis de faire en sorte aussi d'être capable de moderniser peut-être du stock qui est plus legacy. Il y a bien des gens qui ont des SQL Server, mais qui datent. Certains ne veulent pas renouveler
à cause des frais de licence et tout le reste aussi qui viennent avec. Donc, est-ce que je pourrais m'en aller vers une stack qui est plus open? Justement, en utilisant ces outils-là, on y arrive. J'arrive. J'arrive à la sécurité. La journée va me watcher, là, je dis des affaires pas comme il faut, là, il va me le dire. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées, mais selon moi, c'est justement le Google Unified Security, justement, Jonathan avec son gosse. Oui, effectivement. Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'avoir une plateforme de sécurité unifiée. On a plusieurs petits morceaux de Lego là, dans GCP là, qui sont tous super. Là. On avait là, avant d'avoir le côté cloud, le côté SecOps, on avait quand même le côté, Chronicle, on avait notre SIM, notre SOAR, on avait presque tout. Donc, VirusTotal, le reste et tout ça, il y a du stock, peut-être avoir aussi de l'input justement de Chrome Enterprise, d'avoir un endroit où est-ce que à place de passer justement d'un dashboard à l'autre, on est capable d'aller chercher tout ça. Et c'est aussi GA. Donc, c'est vraiment, on peut s'en servir maintenant. Donc, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour justement les équipes de sécurité. On a aussi des Security Agents puis Gemini qui ont été rajoutés. Donc, de dire que dans notre flow, de dire est-ce que ouais, ça ressemble à du Wiz, mais ça tombe bien. Wiz fait maintenant partie de la grande famille Google Cloud. Donc, c'est comme ça qu'on intègre des produits d'acquisition. On les passe à travers ces transformations-là, mais ça bénéficie à tout le monde maintenant. Donc, l'idée, c'est d'être capable de dire, par exemple, pour Security Agents puis Gemini, de dire, bon, Security Agents, ça job. C'est d'être capable de dire, bon, par exemple, c'est quoi qui se passe, mais aussi de réduire la charge de travail des analystes ou n'importe qui travaille dans un SOC, de dire, bon, regarde, c'est quoi qui s'est passé, par exemple, avec du malware? C'est quoi qui s'est passé? Je peux faire une rétro, puis l'IA va m'aider. Mais aussi d'être capable de dire, bon, j'ai un agent de triage qui, en fonction des signaux de sécurité là, qui pop, là, de dire, bon, c'est qu'est-ce qui est un vrai niveau 1, niveau 2, niveau 3, qu'est-ce que j'ai besoin de trier, puis d'être capable d'évaluer les risques et aussi peut-être aussi de même remédier à certains jusqu'à certains points. Donc, c'est bien sûr de faire en sorte, et pour moi aussi, c'est ça, je l'ai mentionné là, au niveau de réduire la charge de travail. Pour n'importe quelle équipe de sécurité, le plus gros problème, c'est toujours le ramp-up des nouvelles ressources. Puis si on embauche quelqu'un de junior puis qu'on le met en security analyst ou security engineer, puis let's go. C'est un outil IA qui te permet justement d'aplatir la learning curve pour être capable d'aller plus vite, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça rend la job moins heavy pour un junior, mais ça permet aussi aux compagnies d'avoir plus de ressources, mais aussi d'avoir les outils qui leur permettent d'aller chercher peut-être des profils auxquels ils n'auraient pas pensé, parce que l'outil peut pallier. Merci Étienne, on se revoit. Donc, on a aussi Google Security Operation au niveau du data pipeline. Donc, c'est être capable de contrôler les flux de données qui vont finir dans le stack de SecOps. Donc, il y a un côté filtrage et tout ça qui peut se faire à travers du data pipeline de manière plus intelligente pour être capable de soit masquer de l'information PII qui passe qui ne devrait pas, ou qui nous arrive qui ne devrait pas, puis aussi être capable, dans ce cas-là, c'est tout ce qui est GDPR, d'être compliant à ce niveau-là. Update dans Security Command Center, bien sûr, avec le côté IA au niveau tous les actifs. Donc, tout ce qui a été créé là, au niveau du système, ça, c'est nos actifs. D'être capable aussi de défendre certains modèles. On a Model Armor qui a été mis dans la stack aussi. Donc, Model Armor peut être capable de nous dire si le modèle qu'on a en ce moment est en train de dévier de son baseline. Parce que, genre, quelqu'un a pollué la source. Quand je dis polluer la source, c'est que, bon, si on a un modèle qui se base sur une source de données, qui est son RAG aussi en même temps, puis que, je sais pas moi, là, j'ai Kevin du marketing qui est allé dropper du stock, genre toutes les photos du party de Noël avec les invitations dans le même dossier que, dans ce cas-là, ça marche pas. Donc, ça me prend quelque chose qui sert de police. C'est quelque chose qui est quand même very important là, à prendre en considération. C'est quelque chose qui justement, ce Model Armor nous aide à voir justement les comportements weird de nos modèles.
Aussi, maintenant, on a le Compliance Hub. Dans le fond, le Compliance Hub, c'est un peu quelque chose qu'on avait un peu avant, mais et que, dans le fond, là, c'est juste le petit côté dashboard de ce qui se passe. Là, on parle surtout de compliance, genre si j'ai besoin d'être PCI ou pas et tout ça. Donc, on a tout ça dans un même dashboard. Mais ça nous permet aussi de générer des rapports de conformité. Justement, si on a un auditeur qui s'en vient checker nos trucs, on dit, bon, je peux sortir un CIS benchmark, je peux sortir un PCI benchmark. Mais ça nous permet de servir de guide par rapport à si, en tant qu'entreprise, on a des requis de sécurité précis. Et que justement, on doit justement s'ajuster. Ben, ces rapports-là, on ne les roule pas juste quand l'auditeur s'en vient. C'est quelque chose qu'on roule de manière proactive, qu'on se fait notifier quand des trucs où on dévie pour qu'on corrige tout de suite ça. Mais quand l'auditeur arrive, un beau rapport, dit hey, regardez, par rapport au benchmark, là, nous, on est tout vert. Là, fait que genre, continuez sur le reste du stock, mais la stack en soi, elle, est comme clean. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Je vais respirer 2 secondes. Je vais passer la POC à Florian. C'est ouais, assez intense. Merci Stacy. Il y a tellement de choses à dire là que c'est compliqué de tout condenser ça, Un petit peu, faire un des petit peu intense. choix. Non, bravo. Si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas dans le chat ou nous contacter après. Juste vous faire un petit update là des prochains événements à venir. N'hésitez pas de vous y inscrire. Le prochain qu'on a rajouté, c'est le Google Build with AI Virtual Mixer. Je n'ai pas le lien sous la main là, comme mardi, je m'étais préparé. Et là, Déçu, là, je suis super déçu, non. super déçu. Mais on va le retrouver rapidement. Ben, de toute façon, c'est pour les élèves, surtout pour celui-là, si vous allez sur le chapitre de GDG Cloud Montréal ou d'autres chapitres, même Québec ou Sherbrooke, qui co-hostent l'événement, ben, le Ouais, lien est déjà là. Vous pouvez aller directement sur la page d'un des chapitres là, qui présente aujourd'hui, puis vous allez avoir celui-là, sans aucun Yes. problème. Exactement. Et la semaine prochaine, on va avoir le Google I.O. Extended. Moi, j'y serai pas personnellement, mais en live. Et j'ai un problème avec mon micro. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Ok. On t'entend différemment, mais on t'entend bien. Ok, j'ai l'impression que c'est revenu. Et en juillet, en juillet, on va avoir le Build with AI ici à Montréal, mais on n'a pas toutes les dates de confirmer, l'emplacement, tout ça. Je pense que ça va venir là dans les prochains jours. On est en train de se coordonner. Oui. On va lui laisser le temps de C'est ça. Mais revenir de Google I.O. puis on parlera du Build with AI et tout le reste. Là, il y aura de belles vient, choses. Et enfin, le DevFest Montréal qu'on va avoir en novembre, comme l'année dernière. Alors, l'année dernière, c'était à Concordia. Cette année, je ne sais pas si ça sera à Concordia, mais le but, ce sera de vous présenter un événement qui est à la hauteur de l'événement qu'on a eu l'année dernière. Plein de présentations sur toutes les technos Google. Donc, il y aura du cloud, il y aura de l'IA, vous inquiétez pas. Il y aura du mobile, du Flutter. Peut-être du workspace, on n'a pas encore fait le programme. Et voilà pour tout ce qu'il faudra suivre sur l'année. Et potentiellement, on aura d'autres événements qui se grefferont en parallèle. Pour tout ça, là, on vous tiendra au courant sur les différents canaux de discussion. Donc, le premier, Discord, si vous n'y êtes pas, je vous envoie le lien dans le chat. Si vous voulez vous y inscrire, on a une section GDG Cloud Montréal. En fait, on a fait un Discord pour avec tous les chapitres de Montréal. Donc, il y a Women Tech Makers, Flutter, GDG Montréal. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre, poser vos questions. Pareil sur LinkedIn, si vous voulez suivre les actus, on a notre page qui est là. Le lien est dans le chat tout de suite maintenant pour vous poursuivre la page si ce n'est pas encore fait. Et pareil, les vidéos des enregistrements qu'on fait
sont sur YouTube. Alors celle-ci, je pense que d'ici on va dire quelques heures, mais souvent c'est plus rapide avec l'upload. Pas mettre de pression. Là. On va pas se mettre de pression dessus. Ça va se faire. Si vous voulez vous réécouter le truc, si Jonathan, tu veux te faire un podcast cet après-midi pour réécouter ce qu'on vient de dire, ça va être faisable. Et bien sûr, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez présenter avec nous, n'hésitez pas, sentez-vous libre de présenter vos idées. On est preneur, on organisera ça prochainement avec vous. Pas besoin d'être au top du top de l'excellence du cloud. Tous les sujets sont bons à prendre. N'hésitez pas. Sur n'importe quel Excellent. canal. Ouais. Donc, ben là, tu m'as volé mon punch de vidéo, là, mais bon, ça fait que la vidéo va être là dans 1 heure, mais c'est pas grave. Et oui, la vidéo, là, ben, ça s'en vient. Donc, il faut juste l'uploader, tout ça, puis que ça soit processé, mais c'est vrai que ça peut se faire assez rapidement. On va essayer de faire ça en parallèle, là, sans aucun problème. Donc, cool. Ben, sur ça, je pense que ça wrap up et ça met fin à notre événement. Donc, je sais que Nadia nous a quittés, mais elle nous a fait un beau travail. Donc, merci à GDG Cloud Sherbrooke, à GDG Ville de Québec, mais aussi à GDG Cloud Montréal. Donc, pour ça, merci à tout le monde qui sont venus. Je sais côté francophone, ben, il y a moins de gens qui se présentent, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a moins de gens qui se présentent que c'est pas important de le faire en français aussi. Donc, on va essayer de se faire ça à plusieurs reprises, là, ben justement en collabo là, avec Alfred, avec Nadia, pour être capable de prendre le contenu qu'on a passé même à Montréal ou même eux de leur côté, puis d'amener la communauté au complet francophone qui est capable de se faire quelque chose au niveau de Google Cloud au Québec. Et puis là, on le fait live aujourd'hui, mais pourquoi pas sur une des prochaines présentations se voir en vrai, en personne, avec les différents GDG. Oui. Je sais pas comment on va organiser ça. On va se faire un roadshow. Mais ce serait cool. S'il y a de la pizza, c'est encore mieux. Merci à vous pour l'invitation aussi. Merci, Alfred. Ah, ben de rien, Phil, ça fait super plaisir. Et puis, encore, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on va se revoir la prochaine fois. OK. Allez, merci à tous. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne journée, bye bye.